Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et c'est d'ailleurs deux plateformes de streaming dont on parle aujourd'hui puisque nous allons parler d'une sortie film qui s'est fait sur la plateforme Netflix. Je l'avais pas trop vu passer, c'est-à-dire que je l'ai vu au moment de sa sortie mais sinon c'était pas particulièrement une sortie que j'attendais. Et à vrai dire je trouve pas que ce soit une sortie sur laquelle ils ont énormément communiqué pour être parfaitement honnête avec vous. Mais dès que j'ai vu l'affiche et l'annonce pour The Pale Blue Eyes, non c'est Eye au singulier d'ailleurs, The Pale Blue Eye, j'ai été extrêmement intriguée déjà parce qu'il y a Christian Bale que j'adore, parce qu'on est dans une ambiance un peu glaucose, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre, j'ai lancé le film et du coup je n'avais qu'une envie une fois le film terminé, c'était de vous en parler. On se retrouve après le générique, à tout de suite. Alors, The Pale Blue Eyes est un film qui est sorti aux États-Unis dans quelques salles le 23 décembre 2022, mais qui est arrivé pour le monde entier sur la plateforme Netflix le 6 janvier dernier, c'est-à-dire vendredi dernier. Le film dure 2h10, donc c'est quand même un beau bébé, mais bon, il est dans la droite ligne des durées de films qui se font ces dernières années. On peut pas dire maintenant que 2h10 c'est un gros film quand on a des films qui font facilement 2h30, 2h45, 3h, mais c'est quand même deux grosses bonnes heures. Et le film est présenté comme un thriller historique, voire un film à énigmes. À la réalisation, nous avons Scott Cooper. Scott Cooper, on en a déjà parlé sur la chaîne puisqu'il a réalisé un film d'horreur en 2021 qui faisait partie des premiers films dont j'ai parlé avec vous. C'est le film Affamé que j'avais plutôt beaucoup apprécié parce qu'il était intéressant, il mélangeait le folklore amérindien avec une critique de la société américaine actuelle avec les laissés pour compte, les enfants qu'on laisse avec des familles un petit peu, on va dire, démissionnaires. Le film était plutôt intéressant, il y avait de bonnes idées même si j'avais pas particulièrement apprécié la fin. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers ma vidéo. Vous allez voir, c'est drôle, c'est une de mes premières donc c'est pas du tout abouti. Il était déjà à l'origine en 2017 du film Hostile qui était plutôt très bon et que j'avais personnellement beaucoup apprécié. Il y avait déjà Christian Bale dans ce film, ils travaillent très souvent ensemble et c'est un film qui pour le coup traitait du relationnel entre les colons et les peuplades amérindiennes sur fond de rancœur, de conflit mais aussi de compréhension, plutôt de manque de compréhension entre ces peuples. Le film est très bien filmé, très intéressant, très long également, mais il a un côté instructif qui je trouve est important, donc j'avais plutôt bien apprécié Hostile. Et en 2013, encore avant, et toujours avec Christian Bale, il avait fait le film Les Brasiers de la colère, qui lui était vraiment un drame social sur l'Amérique actuelle, sur un soldat qui revenait de la guerre en Irak et qui revenait avec ses traumas. Donc on voit vraiment que le cinéma de Scott Cooper, il s'intéresse beaucoup à l'Amérique, aux traumas de l'Amérique, à parler de ce qu'on préférait éviter, de ce que le pays laisse de côté, ces soldats traumatisés qui viennent de la guerre, ces enfants qui sont abandonnés, cette culture amérindienne qu'on délaisse, ou encore tout le relationnel et le trauma autour du conflit entre les Amérindiens et les colons américains. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce même message, cette même réflexion sur l'Amérique, il l'apporte à travers plein de gens différents en fonction de ses films. Il l'a porté à travers le drame dans Les Brasiers de la colère, à travers quelque chose qui s'apparente presque au western dans Hostile, à travers l'horreur dans Affamé, et là il nous revient avec un thriller historique, ou plutôt un film à énigmes historique. À chaque fois, il essaye, enfin, en tout cas pour les trois films que je vous ai cités, il y a une tendance générale qui se dégage dans ses productions, on retrouve d'ailleurs sa patte visuelle, mais à travers des gens différents. Mais même s'il diversifie les genres, il y a des constantes dans son cinéma et une de ces constantes c'est Christian Bale qui était présent dans Hostile, dans Les Brasiers de la colère et qui revient pour ce nouveau The Pale Blue Eye. Christian Bale c'est évidemment le Batman de Nolan, mon Batman préféré d'ailleurs. En 2000 il était dans le traumatique American Psycho et en 2004 on l'avait vu dans The Machinist où c'était d'ailleurs sa plus grande transformation physique, c'était extrêmement impressionnant et ce film m'a beaucoup... je l'ai pas revu depuis parce que je l'ai pas forcément bien vécu, il est très bien mais je le trouve un peu traumatique ce film. À ses côtés nous avons un casting plutôt impressionnant. Nous avons tout d'abord Harry Melling qu'on a pu voir dans la série Le Jeu de la Dame, mais surtout qui incarnait dans la saga Harry Potter Dudley, le cousin débile de Harry Potter. Clairement il a beaucoup évolué, j'ai eu beaucoup de mal à le reconnaître, mais une fois que le rapprochement est fait, croyez-moi ça se voit. En 2020 il était aussi dans le film Netflix Le Diable tout le temps. On remarque que Netflix prend souvent les mêmes acteurs, c'est-à-dire qu'une fois que tu rentres dans le circuit Netflix par un film ou un autre, ils vont te rappeler. Netflix va vraiment avoir son carnet d'adresses d'acteurs pour ces films. On a également Lucy Boynton qui était dans le film Bohemian Rhapsody et également dans la série The Politician en 2019. Nous avons Timothy Spall qui était dans le film Le Dernier Samouraï et également dans le très bon Sweeney Todd qui est une comédie musicale hyper gothique, hyper dark que personnellement j'aime beaucoup. Mais il était lui aussi dans la saga Harry Potter puisqu'il jouait Peter Pettigrew alias Krouter le rat et pareil vous le reconnaîtrez.
On continue avec les acteurs de la saga Harry Potter puisqu'on a Toby Jones qui incarnait Dobby, alors bon c'était que sa voix mais c'était quand même lui, et qu'on a pu voir en 2011 dans Captain America, en 2018 dans le fameux Jurassic World 2 dont on a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, et qui va nous revenir cette année pour le film Indiana Jones 5. Et pour finir, il y a également une actrice française puisque nous avons Charlotte Gainsbourg à l'affiche de ce film. Bon, Charlotte Gainsbourg, on l'a vue dans pas mal de films de Lars von Trier, notamment Nymphomaniac et notamment Mélancolia. Elle était également dans ma version de Jeanne Eyre favorite qui est celle de 1996. Et plus récemment, on a pu la voir dans le film français Les Choses Humaines qui est sorti en 2022. Donc on a un casting qui est plutôt impressionnant. Alors évidemment, la tête d'affiche, c'est Christian Bale, c'est un excellent acteur que j'aime énormément. Donc j'avoue que quand je le vois, il est sur l'affiche du film de toute façon, quand je le vois à l'affiche d'un film, j'ai vraiment très envie de découvrir le nouveau rôle qu'il va incarner à l'écran. Mais d'une manière générale, tout le long du film, j'ai découvert avec grand plaisir ces différents acteurs, et retrouver des visages connus, ça fait toujours plaisir. Mais au-delà des acteurs, le cœur d'un film, c'est avant tout son scénario. Cette fois-ci, nous sommes en 1830 aux États-Unis, à West Point, qui est une académie militaire pour les jeunes de la bonne société. Or, un drame va se passer et on va être obligé d'appeler un détective. Ce détective, il est incarné par Christian Bale, c'est un ancien de l'armée, un vétéran qui est connu pour arriver à résoudre des affaires assez compliquées, et ça va être le cas ici. Une jeune recrue est morte, la mort est extrêmement suspecte, il y a une flopée d'indices très étranges, en plus il y a eu un vol sur le cadavre, donc on est vraiment sur quelque chose de très sordide, et l'enquêteur va même devoir faire appel à une des autres jeunes recrues qu'il va remarquer pour son caractère plutôt atypique, et cette jeune recrue c'est Edgar Allan Poe, oui, le célèbre écrivain. Alors cette histoire, c'est une adaptation du livre du même nom. Le livre fait 495 pages et il est sorti en 2003. Il est écrit par Louis Bayard qui est un romancier américain. C'est un romancier qui s'est spécialisé entre guillemets dans le fait de faire des récits fictifs qui se projette dans l'histoire et dans lequel il s'attache toujours à un personnage historique en particulier. Son dernier livre par exemple c'est Jackie and Me où il revient sur le personnage de Jackie Kennedy. En 2008 il a écrit La Tour Noire où cette fois-ci il se concentre sur le personnage du jeune Louis XVII, le fils de Louis XVI qui est mort juste après la Révolution française. Et en 2019 il avait écrit le livre Courting Mr. Lincoln où il s'intéressait donc à l'ancien président américain, Abraham Lincoln. Alors attention, aucun de ces livres n'a pour objectif d'être biographique, il utilise juste ces figures historiques pour raconter ces histoires qui sont souvent des thrillers un peu tendus ou en tout cas des enquêtes avec un mystère. Cette fois-ci, pour The Pale Blue Eyes, il s'est concentré sur le personnage de Edgar Allan Poe. Et ironie du sort, il a gagné pour cet ouvrage le prix Edgar Allan Poe, qui est un prix qui est distribué au meilleur roman policier historique en Angleterre, tout simplement parce que Edgar Allan Poe est considéré comme l'inventeur du roman policier. Il a écrit énormément de nouvelles, énormément de romans, et notamment des romans qu'on peut classifier aujourd'hui comme étant du genre policier, mais qui étaient plutôt innovants pour l'époque. J'en profite pour revenir rapidement sur le personnage de Edgar Allan Poe, pour montrer la nuance entre l'histoire du personnage et la partie fictive qui va être ajoutée par ce film. Donc Edgar Allan Poe, c'est un romancier et poète du 19e siècle aux États-Unis. Il est considéré comme l'un des précurseurs du courant du romantisme. Le courant du romantisme, c'est un courant qui est très dans l'émotion, qui se concentre beaucoup sur les états d'âme des personnages, voire les états d'âme de leurs auteurs. C'est un courant qui peut être perçu comme un petit peu dépressif, voire délusionné, mais qui traite également du sublime, d'un aspect mélancolique, voire morbide, qui peut s'intéresser au fantastique ou à l'occulte. C'est vraiment un courant qui va irriguer tout le 19e siècle et dont Edgar Allan Poe est une figure majeure. Et ce cher Edgar Allan Poe, il va effectivement passer une année de sa vie à West Point, l'académie militaire. En fait, il avait deux choix possibles qui s'offraient à lui, soit faire une carrière militaire qui était quand même très bon sur les bancs de l'école, très performant intellectuellement, soit devenir romancier. Comme sa famille va un petit peu le pousser, il va s'orienter tout d'abord vers la carrière militaire en 1830. Alors, il a déjà fait plusieurs classes militaires avant, mais en 1830, il rentre à l'académie de West Point. Il va y rester qu'un an et en 1831, il la quitte, mais rien ne nous dit que durant cette période, il y a effectivement eu un meurtre, un enquêteur, etc. Ça relève de l'aspect fictif du roman et donc de l'aspect fictif du film. Et puisqu'on parle du film, venons-en aux faits et parlons tout d'abord de la direction artistique. Le film est visuellement très beau. C'est vraiment sublime. Chaque plan est pensé. Il y a quelque chose de très théâtral, de très tableau, de très mise en scène dans tout ce qui nous est présenté visuellement dans l'histoire. C'est très sombre, c'est très froid, c'est très brumeux, distant on va dire dans l'image, quelque chose de très esthétique froide, vous voyez, mais qui correspond pour le coup très bien au courant du romantisme. Donc là on s'inscrit vraiment dans le courant qui va se développer autour d'Edgar Allan Poe. C'est d'ailleurs intéressant que le parallèle soit fait visuellement dans le film. C'est magnifique, on peut faire arrêt sur image à peu près tout le temps, ça nous fait deux sublimes tableaux qui se succèdent.
En ça, on reconnaît vraiment la patte du réalisateur, puisque déjà dans Hostile, également dans Les Brasiers de la colère et également dans Les Affamés, mais je trouve que ce film est surtout proche de Hostile parce que Hostile est un film qui est très très proche de la nature, qui est très très proche des grandes étendues, etc. Et là, on retrouve vraiment ça. Alors évidemment, c'est beaucoup plus urbanisé puisque ça se parle dans l'académie militaire, ça se passe dans une petite ville d'à côté, mais on n'est pas comme dans Hostile, dans la nature énorme et écrasante et très sauvage. Là, on est sur quelque chose de plus intimiste, mais de très froid. On est vraiment sur une nature qui est inhospitalière et on ressent vraiment ça tous les moments où les personnages se baladent en extérieur et également dans tout le travail qui est fait sur les costumes. Et d'ailleurs les costumes c'est mon second point, les costumes et les décors d'ailleurs, il y a un travail incroyable qui est fait sur les costumes et les décors. Les décors sont fourmillants, très très chargés, très très présents, assez vivants pour le coup, alors même que les images sont très froides et assez figées. Ça fait un contraste particulier d'ailleurs et c'est là que je trouve qu'il y a l'aspect tableau. Un tableau souvent, en tout cas dans le courant du romantisme, c'est chargé de détails et de symbolique, mais c'est très figé. Le film à ce côté-là, c'est vraiment très très pensé, très très esthétisé, mais malheureusement, c'est plutôt figé et plutôt froid, et le travail sur les costumes est incroyable. Personnellement, c'est pas du tout mode et une période historique que je trouve fantastique au niveau du style vestimentaire, mais je trouve quand même que le travail sur les costumes est absolument génial, et en plus le fait que le costume fasse partie de l'histoire et soit un détail et fasse partie de l'enquête, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça met en valeur le travail qui a été fait par les costumiers, et de ce côté-là je n'ai rien à dire. Esthétiquement le film est magnifique et au niveau des décors et des costumes il y a un travail de dingue, vraiment c'est superbe et c'est vraiment digne d'une reconstitution historique, c'est magnifique. Mais le principal problème de la direction artistique, c'est que ça manque totalement d'âme. Je vous l'ai dit, c'est froid et c'est figé, et en fait le film manque d'âme, ça manque de la petite étincelle supplémentaire pour donner vie à tout ça, c'est palpable, réel, et pour nous emporter réellement dans l'image. Moi je l'ai regardé comme une très belle exposition photo, comme de très beaux endroits, mais très froid et très distant de moi. Je me suis pas du tout sentie investie dans l'image, investie dans cet univers. Il manque vraiment quelque chose, il manque le supplément d'âme pour faire que le film t'entraîne avec lui. Supplément d'âme qu'il y avait dans Hostile, supplément d'âme qu'il y avait dans Affamé et que là je n'ai pas retrouvé. En soi, j'ai trouvé ça très beau, on va en parler, le début du film est très très bien ficelé, on va dire, et pourtant je n'ai pas du tout été entraînée dans l'histoire, et j'étais vraiment très extérieure. Je ne sais pas si c'est volontaire, je ne sais pas si c'est pour donner ce côté un petit peu mélancolique qui aurait trait au romantisme et qui du coup pourrait s'inscrire dans ce courant-là qu'ils essayent de mettre en valeur dans le film. Et en plus, ce qui est extrêmement dommage, c'est que malgré une vraie volonté de mettre en avant un style, pour le coup, romantique, au sens tableau par exemple, ça manque beaucoup de Edgar Allan Poe. Je sais pas comment vous dire ça, je vous en ai beaucoup parlé quand on a parlé de la série Le Cabinet de Curiosité de Guillermo del Toro sur Netflix également, où je trouvais vraiment qu'il y avait une ambiance très très sordide, obscure et mélancolique, mais avec ce fantastique un peu grossier, un peu surprésent, vous voyez. Il y a vraiment ça dans le style qui s'est développé, en tout cas cinématographiquement, autour de Edgar Allan Poe et qu'on peut également retrouver dans ses romans. On a le romantisme au sens de mouvement artistique et esthétique, comme la peinture par exemple, mais on le retrouve pas au niveau de l'ambiance qui est posée. Pour essayer de bien me faire comprendre, au-delà de la comparaison avec certains épisodes du Cabinet de Curiosité, je pourrais aussi faire le parallèle avec la série The Sandman, qui était également une série Netflix d'ailleurs, et dont je vous avais beaucoup parlé des courants artistiques qui ont beaucoup inspiré et irrigué tout le développement visuel de la série. Il y a une dominance d'un aspect romantisme obscur, sinistre et un petit peu fantastique dans la série. Et je pense que vous voyez un petit peu la différence qu'il va y avoir. Il y a un supplément, quelque chose de plus, quelque chose qui va plus loin dans la série The Sandman que dans ce The Play Blue Eye, qui se contente de plans très froids, très humides et très sombres, mais qui va pas au-delà et qui bascule pas dans l'aspect plus obscur et mélancolique. Normalement, il y a du mystique, il y a quelque chose de l'invisible trop présent, la noirceur, je sais pas comment dire, la morbidité. Pourtant, il y a du cadavre, hein, ça croyez-moi, on a du cadavre, on a quand même des choses un petit peu, on va dire, obscures, mais à l'image ça ne ressort pas. Et dans le scénario, tu sais que c'est censé être là puisque l'attrait et c'est associé au style Edgar Allan Poe. Dans l'image, ça ne ressort absolument pas ce côté sordide, malsain, un petit peu fantastique. Je l'ai pas visuellement. Donc c'est le premier point qui m'a vraiment surprise et surtout vraiment déçue. T'as l'impression que l'histoire et l'image ne dialoguent absolument pas. L'image est une succession de tableaux magnifiques avec un travail de dingue, mais qui n'entre jamais en résonance avec son histoire et qui n'est à aucun moment entré en résonance avec moi. Et ça, c'est vraiment dommage. T'as l'impression que c'est un coup dans l'eau. T'as l'impression qu'ils sont tombés juste à côté de la plaque. On était à ça, il manquait ça, mais sans le ça, et ben du coup, ça manque de vie, ça ne s'anime pas. Ça m'a agacée parce qu'il y a vraiment un travail sur l'image, c'est vraiment visuel, c'est vraiment beau et c'est vraiment agaçant. Autre point qui renforce mon agacement, c'est que l'acting est super. L'acting est
au top. Alors bon, Christian Bale, je vais pas m'étaler, c'est un acteur qui est excellent, il est très très bon à l'image, il donne tout à chaque fois, c'est quelqu'un qui est extrêmement investi, on l'a vu dans The Machinist et on l'a vu dans tous ses rôles, il devient le personnage, je sais pas comment il fait, c'est vraiment un génie dans l'acting, mais bon, là encore, il est bluffant, mais il y en a un qui m'a très agréablement surprise, c'est Dudley, le cousin d'Harry Potter. Ah bah il a fait du chemin depuis la saga, hein. Harry Melling, qui joue Edgar Allan Poe, qui est une figure iconique de l'histoire américaine, qui est une figure iconique de l'esthétique, de l'art, etc. En plus, c'est quelqu'un qui a déjà été mis à l'image, qui a déjà été joué par d'autres acteurs, donc il avait un défi à relever qui était vraiment énorme, et je l'ai trouvé ultra convaincant. Edgar Allan Poe, le personnage a été pris complètement différemment dans le film. Ils l'ont pas pris avec un côté extrêmement sérieux, très gentleman, mélancolique, etc. Ils l'ont pris comme ce côté atypique et perturbant que peuvent avoir les génies. Un peu décalé, il est un peu à côté de la plaque, il est un peu bizarre, dirons-nous. Il sort de la norme, il est un peu confus, il est un peu indécis, il a des tics de langage, il a des attitudes un petit peu étranges physiquement, son maintien, il a quand même le maintien d'un jeune homme de bonne famille qui a été bien élevé, mais il dénote par rapport aux autres, et je trouve que la façon dont ils l'ont fait dénoter, c'est vachement bien. Je l'ai trouvé très intéressant et très attachant, ce Edgar Allan Poe. C'est pour ça que je suis d'autant plus énervée, parce que les personnages étaient attachants, il y avait tout pour le supplément d'âme, et ça manque, mais bon, ça je vais pas y revenir. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une vraie réussite, la façon dont il a interprété Poe, parce que pour le coup, le personnage devient complètement central dans l'histoire. D'ailleurs, petit à petit, l'histoire passe de thriller avec un enquêteur à Edgar Allan Poe fait sa vie à l'académie de West Point. Il y a un transfert qui se fait à un moment, on va en reparler. Il devient vraiment central, c'est un personnage qui est vraiment important, et heureusement, c'est un personnage qui, dans la façon dont il est interprété, est intéressant, voire attachant. Mais malheureusement, ça ne fait pas tout, et ce petit manquement d'âme qu'on va avoir au niveau de la transmission de la direction artistique vers son spectateur, dirons-nous, je sais pas si ça veut dire grand chose, mais on va dire ça comme ça, est aussi renforcé par le rythme du film qui a un énorme problème. Le rythme et le scénario d'ailleurs. Parce qu'à mon avis, c'est le scénario qui est bancal, qui est déséquilibré, et qui du coup a complètement déséquilibré le rythme du film. Le film commence hyper bien. Les 20 premières minutes sont très bien. Enquêteur mystérieux, ambiance très fermée, très feutrée, jeune homme de bonne famille enfermés ensemble, académie militaire, un meurtre, en tout cas une mort suspecte. L'enquêteur arrive, boum boum, en 2 minutes, il a découvert qu'il y avait un souci alors que les autres étaient passés complètement à côté. Tu sens le côté un petit peu enquêteur charismatique à la Sherlock Holmes, t'es emporté dans le truc. L'esthétique est là, l'enquêteur charismatique est là, il y a du mystère, etc. Donc tu es emporté. Et après ça dérape. Tu t'attends au début à un whodunit bien sordide, bien morbide, avec un côté un petit peu Prisoners, voire Seven. Tu te dis, ah ouais, ça va être intéressant, le tout dans une ambiance historique, avec Christian Bale, j'adhère. Et en fait, ça tombe à des histoires de mondanité et des cucuteries, parce que oui, il y a des cucuteries. Oh, vous m'intéressez, oh oui, je vous drague, oulala, oulala. Et à quel moment ça a dérapé? Je peux vous dire à quel moment ça a dérapé, autour de 20 minutes. À partir de 20 minutes, le rythme se tasse, l'enquête n'avance quasiment plus, et quand elle avance, c'est par des trucs qui sortent du chapeau comme ça. C'est pas toi qui fais le parcours avec l'enquêteur, qui fait la démarche. En fait, à partir du moment où il s'associe avec Edgar Allan Poe devient le personnage principal de l'histoire, du coup on ne s'intéresse plus vraiment à l'enquêteur, on s'intéresse à lui. Et ça, c'est vraiment très dommage, parce que pour le coup, déjà, ça aurait été super intéressant et super pertinent, je trouve, au niveau scénaristique, de garder Poe comme un personnage secondaire, comme une sorte de petit bonus qui fait plaisir aux gens qui connaissent les références, etc., mais de rester concentré sur l'enquête. J'aurais préféré suivre l'enquêteur que suivre Poe, qui m'est sympathique, mais lui, son histoire, je m'en fiche. En faire le sujet principal, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Du coup, ça devient tout plan-plan. La fin est complètement grossière, du coup, parce que, en fait, pendant genre 1h20, ils oublient complètement l'enquête, et puis à la fin, ils sont en mode « Oh, mince, il faut qu'on résolve notre enquête !» Et là, ils font un truc hyper grossier, hyper cliché, pas très intéressant, qui sort complètement de l'ambiance, même visuellement. Ça sort complètement du côté subtil, hyper pensé qu'on a au début. Franchement, la fin, elle est assez... c'est presque risible, hein. On tombe dans les travers d'un mauvais film d'horreur. C'est pas du tout gore ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment du cliché de chez cliché. Surtout, c'est pas du tout intéressant par rapport à ce qui nous est teasé au début. En fait, t'as l'impression de t'être fait teaser au début et après de t'être ennuyé, parce que je me suis ennuyée pendant tout le reste du film. Il y a des flashbacks, et puis c'est lourd, et puis c'est pâteau, et puis ça n'avance pas, et puis on parle de l'histoire personnelle de machin, et l'histoire personnelle de trucs. Ce rythme un peu dépressif, ah c'est sûr que le film est un peu dépressif. Sur 2h10, c'est long quoi. Donc si au début j'ai retrouvé le style Scott Cooper avec un visuel qui est très efficace, des personnages qui sont bien écrits et quelque chose qui est assez entraînant, j'avoue qu'ensuite, je sais pas, peut-être qu'il a calé, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais le film s'arrête, le film s'embourbe en fait. Il est tout coincé, il devient lourd, il devient pâteau, et on entre dans quelque chose dont on n'a pas du tout l'habitude avec ce réalisateur, à tel point qu'au niveau du message du film, nous n'avons pas ce que nous avons l'habitude d'avoir. Justement, il y avait tout ce qui était nécessaire pour parler de l'Amérique, parler de la mélancolie de l'Amérique,
des vieilles familles, du pouvoir qu'elles ont, du pouvoir qu'elles souhaitent absolument garder, etc. Il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant à développer dans les messages habituels de Scott Cooper, mais on le retrouve à peine dans le film. Si c'était bien parti à la base, après ils ont calé, je sais pas si c'est au niveau scénaristique que ça a pas pu se faire, je sais pas si c'est des exigences de Netflix, parce que on en parle souvent et il faut les prendre en compte. La plateforme qui distribue peut avoir des exigences, est-ce qu'elle en a eu là? On ne sait pas. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, si au début du film j'ai vraiment reconnu du Scott Cooper, après c'est complètement tombé à l'eau. Et même au niveau du message, ben il y en a pas vraiment. Alors que toute la filmographie de Scott Cooper repose sur ce relationnel et cette vision de l'Amérique qu'il essaye de transmettre. Il y a littéralement là un monument de la culture littéraire américaine. Edgar Allan Poe, c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement symbolique pour la culture américaine. C'est quelqu'un qui, à travers ses œuvres, a déjà pu passer des messages, mais qui en plus, de par ce qu'il représente, de cette petite bourgeoisie qui galère mais qui accède quand même, et des sphères qu'il a traversées et de la critique de la société qu'il a aussi portée, parce que c'était quelqu'un qui était assez critique sur le milieu d'où il venait, ça aurait pu être hyper intéressant. On aurait pu avoir un film extrêmement cynique, extrêmement désillusionné, quelque chose d'intéressant, qui aurait pu porter un message dans un nouveau genre, qui aurait pu avoir un côté, voilà, assez sombre, on va dire crasseux, social d'une certaine manière, et pas du tout. En fait, je trouve que le potentiel du film est pas du tout exploité, c'est sous-exploité au niveau de l'histoire. Très clairement, c'est sous-exploité au niveau de l'ambiance, du moins de comment l'ambiance est transmise à son spectateur, et c'est très sous-exploité au niveau du message potentiel qui aurait pu être transmis. Je peux vous dire à quel moment dans le film ça commence à devenir beaucoup plus faible, il y a un gap énorme, on est sur quelque chose de très très bonne qualité, puis tout d'un coup ça retombe, mais je peux pas vous dire ce qui s'est passé derrière, je ne le sais pas, mais en tout cas en tant que spectatrice, du coup j'ai été déçue. Parce que ça partait extrêmement bien, c'était très très prometteur, je connaissais la filmographie du réalisateur, je savais que c'était aussi quelqu'un qui était très prometteur, j'ai des super acteurs, j'ai un super acting, j'ai une magnifique esthétique, et tout cela tombe à plat et c'est extrêmement décevant. Donc le bilan, bah c'est beau, mais c'est très ennuyant, et c'est assez creux au final. Malgré les 25 très bonnes premières minutes du film, après tu t'ennuies, il n'y a pas vraiment de portée plus large, pas vraiment de message comme on a pu les avoir dans ces autres films. Alors en soi, un film peut totalement être très bon et ne pas avoir de message. Mais là, derrière, en plus, on n'a pas tout le reste. On a une histoire qui s'embourbe, on a une esthétique qui est trop froide, qui va pas jusqu'à nous en fait, qui est trop tableau, qui est trop lointaine, qui nous touche pas assez. On a un acting qui est certes excellent, mais qui est malheureusement porté par un rythme qui n'est pas bon, qui fait que on s'ennuie, même si les dialogues sont très bien portés, ben les dialogues ne sont pas intéressants, même très bien portés. C'est vraiment un coup dans l'eau, c'est un énorme dommage en fait. On dirait qu'ils se sont perdus en cours de route et honnêtement, je vais en arriver à devoir vous dire que personnellement, je ne vous recommande pas ce film. Ou alors regardez les 25 premières minutes et juste la fin pour avoir la résolution. Mais franchement, il y a un ventre mou de 1 heure au milieu qui est une énorme déception. Si vous hésitez à voir le film, personnellement, je vous le recommanderais pas parce que j'ai le sentiment d'avoir plutôt perdu mon temps et surtout de m'être beaucoup ennuyée et d'avoir mis un énorme investissement émotionnel au début du film pour être ensuite totalement déçu. Si dès le début le film est pas très bon, bon, tu te dis « Oh, ça a pas l'air fifou, je vais le regarder quand même », bon. Mais si le début est super bien, tu t'investis, t'es en mode « Ah, ça a l'air super bien !» Et finalement, quand ça retombe, c'est encore pire que s'il n'y en avait jamais eu de hype. Personnellement, je pense que je ne vous recommande pas ce film. Malgré la grande qualité des acteurs, malgré la grande qualité des décors et des visuels, et malgré le réalisateur que j'apprécie, je ne vous recommande pas celui-ci. Je pense que je préfère vous recommander Hostile ou Affamé que ce film-là. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur The Pale Blue Eyes jusqu'au bout. J'espère que vous n'avez pas été trop dérangés par le changement de luminosité qu'il y a eu parce qu'entre temps le soleil s'est levé, ou plutôt le soleil s'est levé sur mon appartement parce qu'il était déjà levé sur l'extérieur, mais il met du temps à arriver jusqu'à chez moi. J'espère surtout que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça me soutient dans ce que je fais. Vous avez aussi à votre disposition les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé du film, si vous aussi vous l'avez vu, dites-moi si vous comptez le voir ou pas, évidemment, moi je vous le recommande pas mais ça veut pas dire qu'il faut pas le voir, au contraire, toujours se faire son propre avis, vous connaissez ma politique. Donc les commentaires sont à vous. Au passage, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste en dessous, c'est gratuit, ça me soutient dans ce que je fais, tout comme les likes, mais ça vous permettra également de voir les prochaines vidéos, et les anciennes si vous ne les avez jamais vues. On parle d'actualité cinématographique, on parle de séries et de films, on parle de cinéma et de plateformes, et on suit aussi des épisodes semaine par semaine, ensemble. Donc voilà, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage, peut-être The Pale Blue Eyes, si jamais le film vous intrigue quand même. Surtout, prenez soin de vous, et nous on se dit comme toujours, à très vite. Il est
8h30, nous sommes samedi et je tourne cette vidéo le jour où elle doit être publiée, ce qui n'est pas bien. On y va chill et on se repose. Donc hier je me suis pas du tout reposée parce que j'ai travaillé non-stop toute la journée. Mais j'avais vraiment du travail en retard qu'il fallait que je m'en débarrasse. Donc voilà, mais on essaie de continuer à pas se prendre la tête. Et puis si les vidéos sortent pas à 16h, elles sortent pas à 16h. Bon, je me fais ghoster par l'algorithme, mais c'est comme ça. ASMR de mousse de lait. Film Bohemian Rhapsody. Donc c'est le premier prince, et puis Christian Bale, il a des états d'âme. Alors effectivement, il y a un côté très romantique, parce qu'ils ont tous beaucoup d'états d'âme là-dedans. 38 minutes de rush, oh là 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 là, j'aurais pas fini à 16h. Je vais faire en sorte que la vidéo soit sortie à 16h, parce que peut-être que je vais aller au cinéma à 16h30. Au moment où vous regarderez cette vidéo, peut-être, si je l'ai sortie à l'heure, et du coup si j'ai pas dû annuler ma séance, je serai au cinéma, je voudrais aller voir... comment ça s'appelle? Mince! Oh, j'ai oublié le nom. Film d'horreur et c'est le 2, sauf que j'ai pas vu le 1, mais j'ai vu sur internet que apparemment c'était pas grave si on n'avait pas vu le 1. C'est un film d'horreur avec un clown. Oh mince! Comment ça se fait que j'ai oublié? Je sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est un film d'horreur avec un clown et c'est le 2. Peut-être que le 2 me donnera envie de voir le 1. Voilà, et demain je vais voir Babylone et ça c'est trop cool. La hype est montée. J'avais pas hâte de le voir il y a quelques semaines, mais là il y a de plus en plus de bandes annonces qui ont été dévoilées. Toujours que les affiches sont super moches, mais je suis quand même intriguée. En fait, c'est le casting qui m'intrigue. C'est vraiment le casting qui m'intrigue. Je vous laisse, je vais faire du montage. Merci d'avoir suivi ces scènes post-génériques. Ciao!